Alors, t'en es où? À 30 semaines d'aménorrhée. La dernière fois, on a parlé que t'allais commencer les préparations à l'accouchement. C'est le cas, ça a démarré. Et dans nos épisodes, on demande toujours aux femmes d'en parler un peu, mais on rentre jamais dans un détail parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur le suivi. Est-ce que tu pourrais prendre le temps de nous expliquer peut-être les thématiques que tu connais et un peu comment ça se déroule une préparation, en tout cas à Doumaïa, parce qu'il y a quelques petites différences en fonction des maisons de naissance malgré tout. Alors, pour les thématiques, je suis pas sûr de les avoir toutes en tête, mais il y a un côté un peu pragmatique, c'est que la Sécu rembourse cette séance de préparation à la naissance, quel que soit le contexte, que ce soit maternité ou maison de naissance ou accouchement à domicile. Donc en fait, c'est un format de 7 grandes thématiques. Comme on l'a pu le dire dans certains épisodes, justement, c'est le fait que, aux besoins de la personne, s'il y a des prépas à côté ou si c'est pas le premier accouchement en maison de naissance, ça peut être adapté. Mais de base, en tout cas, à Doumaïa, la maison de naissance de Castres, je sais qu'il y a une préparation allaitement, une préparation autour du transfert, une préparation autour de quand venir à la maison de naissance le jour J, une préparation sur tout ce qui est suite de couche, postpartum, une préparation au sujet du trousseau, parce qu'en maison de naissance, on amène certaines choses, soit de notre fait, soit demandées par les sages-femmes. Une préparation sur tout ce qui est la physiologie de l'accouchement, comprendre en fait ce qui va se passer dans notre corps, le chemin que va faire bébé, à la fois pour pas être surpris de ce qu'on ressent, mais aussi, en général, ça va être fait dans une des chambres d'accouchement pour justement dire, voilà, à quoi peut servir un tissu de suspension, à quoi peut servir le lit, des petits tatamis, la baignoire, éventuellement, pour celles qui en ont envie, tester de s'asseoir sur un tabouret d'accouchement, tester de se mettre dans une position ou une autre. Peut-être que des sages-femmes me corrigeront, mais je crois que c'est les 7 grandes thématiques qui sont proposées, en tout cas, à discussion. Après, on arrive aussi chacune avec notre bagage, des choses qu'on sait déjà, des choses qu'on a lues, des questions aussi qu'on peut avoir, soit de récits qu'on a pu entendre, soit de choses qu'on ignore. Et souvent, ce qui se passe, c'est quelle que soit la thématique qui est abordée, les sages-femmes en maison de naissance partent des connaissances des parents. En général, en plus, voilà, elles donnent le choix. C'est-à-dire, aujourd'hui, vous avez envie de parler de quoi? Bah tiens, on n'a pas encore abordé telle thématique, nous, on est un peu stressé du transfert ou stressé du postpartum ou j'ai des questions au sujet de l'allaitement. Et là, la sage-femme va dire, déjà, qu'est-ce que tu sais de ça? Et qu'est-ce qui te questionne à ce sujet? Et de là, en fait, on va partir. C'est, je trouve, quelque chose aussi de très chouette. Ça permet de réellement aller dans ce que le couple recherche. C'est pas juste une approche méthodologique de dire je te délivre de l'information parce qu'il faut qu'on aborde tel et tel point. Il y a vraiment ce truc de je suis consciente que t'es un humain qui peut-être s'est intéressé au sujet, qui a très probablement eu des échos de choses dans sa vie. Donc, dis-moi où t'en es et je vais venir compléter, éventuellement corriger des fois des projections qu'on peut avoir et travailler sur certaines peurs. Parce qu'on le sait, on l'a entendu beaucoup dans nos épisodes, il y a des choses en maison de naissance qui peuvent créer des peurs, des stress, notamment justement le transfert, l'allaitement, tout ça. Oui, c'est compléter un profil. Tu vois, la différence, on n'a pas du tout le même profil sur l'information quand on est arrivé, en tout cas la première fois. Et moi, je connaissais énormément de choses et j'appréhendais ces préparations. Enfin, j'appréhendais. Je me posais la question de l'utilité et de ce que j'allais apprendre de plus. J'ai pas appris beaucoup de choses en plus. J'avais l'essentiel, mais justement tout ce que j'avais pas a été complété du coup parce que je pouvais exprimer ce que je savais déjà. Il y avait des corrections qui étaient apportées parce que ça restait très méthodologique pour le coup, moi, ce que je connaissais, et du coup c'était hyper intéressant, donc ça a encore plus complété ce que je savais pourtant déjà très bien, quoi. Tu peux toujours y trouver une certaine utilité finalement, quel que soit ton profil. Je pense que ce qui est intéressant aussi, c'est au moment où tu vis ta grossesse, t'as peut-être des choses qui vont se dévoiler à toi dans tes ressentis ou dans tes appréhensions du fait des hormones, du fait de la concrétisation à ton domicile de certaines choses, de ta relation à ton conjoint, de ce que tu ressens dans ton corps. Même si t'es ultra informé, même si t'es sage-femme, j'ai envie de dire, tu vas forcément à un moment donné te questionner sur quelque chose parce que là, c'est dans ta chair que ça se passe. Et puis au-delà de ça, il y a des choses qui ont changé depuis que tu étais informée. Depuis avant ta grossesse, potentiellement, il y a des données en plus et des données en moins aussi. Donc forcément, ça se réadapte à chaque fois. Du coup, est-ce que maintenant tu peux nous parler de un peu comment ça se déroule, suivant ce que tu as vécu aussi à chaque grossesse, à partir de quand ça commence, comment ça se passe et brièvement ce qui se déroule? Pour ma première grossesse, qui a commencé fin 2020 et j'ai accouché en 2021, à ce moment-là, en tout cas à Castres, les
préparation était uniquement individuelle. J'ai fait à chacune de mes grossesses, en plus de la maison de naissance, l'aptonomie, comme je l'avais dit dans un épisode. Je vais pas rentrer dans le détail. On a fait un épisode de journal de grossesse à ce sujet. Donc n'hésitez pas à aller le voir. Moi, ça complétait. À ce moment-là, j'ai vraiment fait tout le cycle d'aptonomie et toutes les séances de préparation à la naissance de la maison de naissance, vu que c'était mon premier suivi. C'est passé un peu moins de 2 ans pour ma deuxième grossesse et à ce moment-là, il y avait 2 des 7 séances qui étaient proposées sous forme de groupe, l'allaitement et la douleur. Intéressant du point de vue des sages-femmes de le faire en groupe parce qu'elles se disaient que quand elles délivraient de l'information sur ces sujets-là, les femmes des fois ne recevaient pas complètement l'information ou pas de la même façon que si c'était une autre femme qui l'avait vécu. Ou en tout cas qui avait des questions, si jamais elles étaient toutes les deux primipares, que c'était reçu différemment et entendu différemment. Moi, je suis plutôt quelqu'un qui suis à l'aise dans l'individuel. Je me suis dit, bon, écoute, c'est mon deuxième suivi. J'ai déjà, du coup, eu une délivrance d'informations lors de mon premier suivi. Je n'avais pas l'impression d'avoir 1000 questions en plus, vu qu'en plus ça a été des grossesses rapprochées. Je me suis dit, ok, prêtons-nous au jeu, allons voir ces préparations de groupe. T'as le choix ou pas? Oui, si j'avais dit je suis vraiment trop inconfortable avec du groupe, on m'aurait dit ok, on le fait en individuel. En tout cas, je parle pour cette maison de naissance, mais il me semble de tout ce qu'on a entendu de nos invités, quand on leur a demandé justement si c'était en individuel ou en groupe, je crois pas avoir souvenir qu'une seule fois, on nous ait dit non, on avait obligation que ce soit en groupe. Je pense que justement dans ce respect de l'individu qui a en maison de naissance très fort, je pense que tu peux toujours dire moi là j'ai besoin de l'individuel. Donc t'es allé voir ces préparations en groupe, C'est t'es allé ça. tester donc à du coup deuxième et troisième grossesse. Deuxième grossesse, il y a ça, et donc il y en a 2 sur 7, sachant qu'en plus, vu que je refais de l'autonomie pour cette nouvelle grossesse, il est possible, donc je reparle d'un côté un peu pratique, mais qui joue malgré tout au niveau financier, ayant déjà fait ça, par exemple, la préparation sur le trousseau et quoi amener, j'ai dit, donnez-moi une liste comme si j'allais en colo de vacances, et cette séance-là, ça me paie une séance d'autonomie, en fait, au niveau des remboursements sécu. Donc il y a possibilité aussi, sachez-le, de parler de ça avec vos sages-femmes pour réadapter. Je pense qu'il y a des préparations. Quand venir, c'est toujours intéressant d'en reparler. Le transfert, je pense que c'est toujours intéressant, voire nécessaire d'en reparler. C'est quelque chose qui est un peu le point dur des maisons de naissance. Pour le coup, transfert, je crois que personne n'y coupe. Ouais. Je crois que même les sages-femmes ont besoin de s'assurer de l'information qui Même au circule bout et de de X. l'accord commun aussi à ce moment-là, quoi. Même au bout de X accouchements, peu importe, et je pense que c'est une très bonne chose, hein, parce que de quoi on se souvient? Qu'est-ce qui a changé? Parce qu'en plus, vu que les protocoles évoluent, peut-être qu'il y a des nouvelles infos, tu vois, à savoir. Et des angoisses en plus qui naissent à d'autres grossesses. ça. Il y a des choses sur lesquelles on n'est plus rassuré et des choses où on a vécu une première maternité, une première grossesse et un premier accouchement. Donc il y a des fois des choses qui naissent aussi en termes d'angoisse. Exactement. Lors de ma deuxième grossesse, donc je fais 2 prépas de groupe, donc la douleur et l'allaitement. L'allaitement, moi, ça a été un peu compliqué pour ma première fille. J'étais pas primipare, il y avait quasiment que des primipares ce jour-là. J'arrêtais pas de me dire waouh, mais si on me dit ah et toi, je me suis dit est-ce que je vais réussir à en parler sans pleurer, et j'ai pas envie de déprimer les nanas. J'avais peur de ça. La façon dont ça s'est déroulé, la façon dont les choses ont été abordées, justement en allant chercher chez chacune qu'est-ce qui te rassure, qu'est-ce qui te fait peur, quelles questions t'as, etc. Quand c'est arrivé à un moment donné de dire bah est-ce que toi t'as quelque chose à dire, c'était la première fois depuis la fin de mon allaitement que j'arrivais à parler du processus complet, de tout ce que j'avais traversé émotionnellement, sans en pleurer, devant en plus des personnes que je connaissais pas. C'est vraiment pour moi un gros effort et je pense que ça a participé à beaucoup de ma guérison d'une certaine façon. J'avais fait un mail à la sage-femme en lui disant franchement merci, la façon dont ça a été fait, c'était trop bien. Vraiment très très doux. Donc je me suis surprise moi-même ce jour-là. Et pour la prépa de douleur, ce qui est toujours intéressant dans les maisons de naissance, c'est qu'il y a vraiment un distinguo entre la douleur et la souffrance. Souvent, elles partent de ce genre de définition et là, le fait est que prépa de groupe et on demande à venir avec le conjoint et la question était posée au père. Et en fait, ce qu'ils projettent quand ils voient leur femme, parce qu'il y en a, c'était pas des primipares, mais elles avaient accouché en maternité. Et donc l'impuissance face à la douleur de leur femme. Et je trouvais qu'il y avait un côté hyper aussi enveloppant pour les hommes, de dire mais ici t'as toute ta place. Et tu vas voir, tu vas préparer ça avec elle et tu seras là. Et je trouvais que c'était assez beau à voir. Et tu sentais que ces hommes étaient touchés par ça, parce qu'il y avait vraiment, moi je me souviens de 2 hommes en particulier qui étaient pas dans de la peur, mais du stress de dire je me suis sentie tellement inutile, mis de côté, loin même, alors que les chambres d'hôpitaux c'est pas si grand, mais et du coup, je trouvais ça pas mal. Donc finalement, j'ai compris l'intérêt de faire ça en groupe à ce moment-là. 3e grossesse. Du coup, sur les 7 séances, il y en a 3 que je fais à la maison de naissance et 4, du coup, qui servent à faire des séances d'autonomie. Concrètement, l'autonomie participe à la préparation à l'accouchement. Du coup, le transfert, la douleur et quand venir, qui, je pense, sont vraiment les 3
à revoir contexte maison de naissance avec tes sages-femmes aussi référentes qui ont peut-être changé, ce qui est mon cas, moi. Oui, et puis dans ton contexte à toi, parce que peut-être que certains ont des questions sur le postpartum, parce que Oui, du bien coup, quand sûr. on aborde la préparation postpartum, par exemple, on aborde aussi l'organisation. Pas Oui, que bien sûr. ce que tu vas vivre en postpartum et ce qui va se passer, comment tu vas être accompagné. C'est aussi cette dimension. Par exemple, moi, j'ai un chien, tu vois. Et on m'a posé la question. On m'a dit qui va garder ton chien? C'est que quelques heures en maison de naissance, certes, mais en fait, c'est un moment où je vais partir, mon chien va rester tout seul. Si je suis transférée à l'hôpital en cours d'accouchement, je peux pas emmener mon conjoint aller se débrouiller avec le chien alors que moi je suis transférée. Enfin, et du coup, on parle Quand t'as même de des ce genre aînés. de choses ou comme des aînés, voilà. Mais du coup, ouais, c'était encore plus bizarre parce qu'autant quand t'as des aînés, ça paraît Oui, presque évident. normal qu'on en parle. Et là, quand elles m'ont posé des questions sur mon chien, je me souviens avoir tiqué, tu vois, m'être dit ah oui, ça les intéresse en fait. Ils ont conscience que c'est mon foyer en entier, c'est aussi ça. Et aussi les visites après aussi. Enfin, je sais qu'on Oui. m'avait questionné sur qui va venir te voir, qu'est-ce que tu as envie toi qui se passe et comment tu vas l'organiser pense-y avant quoi. Voilà, il y a des gens pour qui ça est important parce que du coup Oui, ils ont oui. une configuration familiale et où par exemple le quand venir peut-être est moins prioritaire que ça parce que leur configuration familiale ou ce qui se passe à la maison ou ce qui se passe dans l'environnement prend énormément de place et Ah donc mais bien sûr. Moi, c'est un choix que j'ai demandé dès le début de grossesse. J'ai dit: «Est-ce que c'est OK pour vous qu'il y ait cette ouais. répartition-là?» C'est en accord avec les sages-femmes, ça a été discuté, mais j'aurais dit: «Bah, en fait, j'en fais 5 avec vous, 2 là-bas». Enfin, Oui, en fait, tout est, hyper, personnalisable à ce niveau-là. oui, Il y a des thématiques, bon, il y a, comme tu dis, les incontournables style, la douleur ou le transfert. Je pense que oui, c'est là, voilà, mais générique. après, il y a des gens, ils te disent: «Moi, de toute façon, je me suffis de ce Oui. qu'il y a à la maison de naissance». Moi, ça m'apporte quelque chose de refaire à chaque fois les 2 en parallèle, mais Ouais. libre à chacun d'aller vers ce qui le porte. Quand on parle préparation, parfois quand on n'a pas été en parcours maison de naissance encore, on a peut-être le cliché un peu comme dans les films, le cliché où on arrive en couple, on est dans une salle de classe presque, on a un faux bébé, on a, Oui. enfin tu vois ce contexte un peu très concret, très TP, tu vois, genre moi je Mmh. vois tout à fait le truc où tu viens faire des travaux pratiques. J'en viens à ça parce que il y a des gens qui ont du coup cette image. Parfois m'ont demandé soit quand j'étais enceinte, soit parce que j'ai été bénévole à Doumaya et qu'on m'a demandé des informations. Où est-ce que vous faites des préparations comme ça? Alors on m'a pas dit avec le bébé et le machin, mais des préparations concrètes, d'apprendre à respirer, d'apprendre Oui. certaines méthodes pour le périnée ou pour, enfin tu vois, des trucs très concrets sur le corps. Je me demandais si tu pouvais parler de ça. Est-ce que déjà on fait ça à la maison de naissance et discuter un peu ouais de tous ces a priori et de ce qui est vraiment fait à la maison de naissance. En fait, on part de la connaissance des parents et c'est beaucoup de discussions. Même si on rentre pas dans le détail des préparations dans nos épisodes, c'est quelque chose quand même qui est très prégnant dans notre podcast, c'est l'idée que il y a beaucoup de discussions, beaucoup de dialogues et la délivrance d'informations n'est pas justement méthodologique, elle est pas en mode TP que tu appliques derrière ou quoi. Tout à l'heure, je prenais cet exemple justement de les positions d'accouchement ou les différents objets qu'il peut y avoir dans une pièce. Je pense que du coup là, on est très tenté d'avoir cette vision-là de ce que tu dis, voilà, travaux pratiques. Maintenant que je vous ai expliqué ce qui se passe dans votre corps, maintenant on va s'installer comme ci, comme ça. En vrai, c'est libre aux parents ou pas d'expérimenter ça. On peut juste l'observer, on peut juste poser des questions dessus, on peut en effet les tester, les tissus, les tabourets d'accouchement, éventuellement même se mettre dans des positions sur le lit, sur les tapis avec son conjoint pour sentir à quel point en fait on va être confortable, même le partenaire en fait. Oui. Est-ce qu'il se sent confortable ou pas, à genoux à côté du lit, plutôt dans le lit à tes côtés, plutôt lui sur le lit, toi sur le tabouret? Il va être tellement partie intégrante de ton travail, ce partenaire ou cette partenaire a absolument le droit aussi Oui. d'explorer le lieu, d'explorer les outils et d'être en relation avec toi physiquement dans ce lieu pour se dire OK ou pas OK, quitte à ce que ça change le jour J. Oui. Mais un peu comme une femme. Elle va dire Oui. ah moi mon rêve c'est d'accoucher dans l'eau, peut-être que le jour J elle va dire C'est no trop way. chaud. Je rentre pas. Mais je trouve que c'est intéressant que cette personne qui sera présente le jour de l'accouchement, pour toi, pour le bébé, pour tout ce moment ultra intime et intense, ait aussi eu cette expérience. Parce Oui. que quand on a cette projection, justement, comme tu dis, de film ou de série, il y a aussi le fait que ça ne se passe pas dans une salle d'accouchement. Enfin, moi, en tout cas, l'image que j'en ai, tu sais, il y a des fois ces images où on voit des nanas mises sur des tapis de yoga côte à côte avec des Oui, c'est ballons ça, ou ce ouais. genre de choses. C'est évidemment pas une salle d'accouchement, a priori. Typiquement, je pense que c'est pour ça que c'est pas une séance de groupe en général en maison de naissance. Comment tu peux être à l'aise d'explorer un lieu, un lit, un truc, quelque chose avec ton partenaire ou ta partenaire, dans un contexte où il y a plein de monde autour, où Oui. du coup t'es pas forcément à l'aise de le C'est faire. un peu Mais tu as autre. le choix, même dans cette intimité de la maison de naissance, de ne recevoir que de l'information théorique. Mmh. Il y a aussi ce cliché de la respiration du petit chien, tu vois. Ça m'a été dit et à la maison de naissance et en autonomie, c'est vraiment respire normalement, laisse circuler. En fait, il y a beaucoup cette chose de dire c'est toi qui le sentiras, c'est une respiration et tu sauras. Et en fait, c'est des préparations qui sont beaucoup basées sur la confiance et la connaissance de notre corps et de ce qu'on va traverser.
Oui. Et pour le coup, la respiration, il y a quelque chose d'instinctif et du coup, si tu le contrôles, on sort de cette fameuse bulle qu'on essaye de rendre le plus instinctif possible, parce que c'est là où tu vas trouver la meilleure position, c'est là où tu vas comprendre ce qui traverse ton corps. Laisser circuler, c'est le meilleur moyen d'être dans l'instinctif, quoi. Si C'est on fait ça. le petit chien, on est concentré sur une C'est respiration. ça. Ce qui est important, c'est en tout Puis cas de pas bloquer. Que ce soit bloqué au niveau, du vagin, pour, la sortie du bébé ou bloqué au niveau de la sphère ORL pour faire rentrer. OK, tu mal, OK, le moment de la contraction, c'est censé être le moment où tu te détends. Tu es censé laisser le passage à ton bébé vu que la contraction est censée t'amener à ça. oui. Mais en même temps, c'est le moment où tu as instinctivement aussi envie de te fermer. C'est plutôt, voilà, qu'est-ce qui se passe dans ton corps? Pourquoi ça se passe comme ça? Et comment toi, tu vas pouvoir aller chercher quelque chose en toi? Alors chacun à sa façon, hein. Ouais. Et tu parlais du conjoint tout à l'heure, je veux revenir sur ça parce que je trouve ça hyper intéressant aussi sur le fait que quand on essaye une position, des fois le conjoint, le temps qu'on s'accorde, le conjoint est trop mou par exemple ou trop... Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, genre tu t'appuies sur lui et en fait t'as Oui, pas bah, assez je vois très d'appui. bien. Je rigole parce que je Et vois du très coup, bien. à l'accouchement, c'est très compliqué de rectifier ça sans s'énerver sur la personne ou sans avoir du mal à le dire et donc laisser tomber cette position parce qu'on n'arrive pas à l'exprimer. C'est dommage de perdre une position qui pourrait nous soulager parce que naturellement, on est venu se mettre comme ça pour l'essayer. Et du coup, ça, le comprendre en amont, en testant, mais même en le testant chez soi, après l'avoir vu à la séance, on n'est pas obligé de le faire devant la sage-femme si ça nous perturbe et de dire, ah non, mais là, je vais me casser la figure, j'ai besoin que tu tires en même temps. Et ça, c'est pas un truc qu'on décrit à l'accouchement. Alors, sauf si c'est au début, mais en général, quand on a besoin de ce genre de position, c'est pas le début. C'est intéressant d'avoir au moins un aperçu. J'ai pas dit de connaître toutes les positions, de vouloir les appliquer toutes, parce qu'encore une fois, au moment de l'accouchement, ça ne nous parlera peut-être pas, ça ne nous viendra pas à l'idée, c'est peut-être quelqu'un d'autre qui nous soufflera l'idée. Enfin, avoir pu saisir à deux ce qu'on attend, mine de rien, dans notre corps et dans notre relation de corps est importante, je trouve. Et du coup, on l'a à ce moment-là, notamment. C'est très juste ce que tu viens de dire. Et à l'inverse, il y a aussi la situation où l'idée peut être soufflée par la sage-femme, éventuellement ton conjoint. J'ai un exemple ultra concret, un tabouret d'accouchement pour les personnes qui en ont déjà vu ou pour les curieux, vous pouvez aller chercher sur Google. Quand j'en ai vu un, je me suis dit, quel est cet objet médiéval? Jamais je ne me mettrai dessus. C'est vraiment la pensée que j'ai eue. Alors en plus, j'ai rien contre le médiéval, au contraire, c'est quelque chose qui est plutôt attrayant dans mes loisirs, dans la vie de tous les jours. Mais là, je me suis dit, comment accoucher là-dessus? Sachant que pour ma première fille, ça avait été tellement rapide que je suis arrivée, je me suis mise à genoux, c'était plié en 10 minutes. Donc du coup, j'avais rien exploré. Donc à mon deuxième, je revois ça et je revois cet objet en me disant, jamais de la vie. À un moment donné, pour je ne sais quelle raison, je ne me peux même pas dire si c'est la sage-femme, mon conjoint ou moi, mais je me suis mise dessus et ça m'a surprise à quel point j'étais bien. Et mon conjoint, du coup, qui s'est assis derrière moi et tu vois, même en fait, un truc sur lequel on peut en avoir un a priori, c'est bien de l'avoir entendu ou vu qu'il faisait partie quand même de l'environnement et qu'il m'avait été présenté. À ce moment-là, quand tu parles de l'instinct, ça a été trop bien. T'avais la connaissance, du coup, t'as pu te saisir Exactement. de l'objet, quoi. Sinon, C'est tu ça. aurais peut-être pas osé t'en approcher. Tu peux pas intellectualiser tout ça C'est quand ça. t'accouches, quoi. En tout cas, comme tu disais tout à l'heure, pour conclure un peu toutes ces questions de préparation, moi j'ai le sentiment, en tout cas c'est ma façon de le définir face notamment aux gens qui ont pu me poser ces questions sur des prépas très méthodologiques. La maison de naissance, elle nous apprend à reprendre confiance et à reprendre un certain pouvoir sur nos choix. Peu importe ce qui va se passer, que ça soit à la maison de naissance, qu'on le vive bien ou qu'on le vive mal à la maison de naissance, ou qu'il y ait transfert, mais transfert qui se passe bien ou transfert qui se passe mal. Cet apprentissage à la confiance et au fait d'être acteur aide dans tous ces cas de figure. Tout à fait. C'est vraiment réapprendre à savoir que ça nous appartient. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est quelque chose qu'on ne trouvera pas dans les livres ou qu'on retrouve dans des préparations avec des personnes aussi, mais en tout cas, c'est un complément qui est parfois difficile à trouver ailleurs. Oui. C'est quelque chose qu'on peut aussi trouver en thérapie, puisqu'aller en thérapie pendant une grossesse, c'est intéressant et ça fait soulever des choses et ça débloque aussi certaines choses. C'est des choses qu'on peut trouver aussi en écoutant les femmes. Nous, par exemple, avec le podcast, c'est ce qu'on essaye de faire, à force d'écouter des femmes qui ont repris confiance, qui parlent de leur accouchement et de ce qui les a traversés, que ce soit les peurs et tout ça. Se nourrir peut-être de ces pensées positives malgré tout, peu importe leur type d'histoire. On reprend aussi confiance en écoutant les autres femmes accoucher. C'est marrant que tu dis ça parce que moi, c'est vraiment quelque chose qui me questionne. Pour mon premier accouchement, j'ai fait la méthode de l'autruche, donc je n'ai écouté que mes sages-femmes, ma sage-femme autonome et celle de Doumaya. Pour mon deuxième accouchement, j'avais l'expérience de mon premier accouchement, mais j'avais un peu partagé à une ou deux personnes, mais c'était quand même très restreint. Moi, en plus, j'avais développé un peu un truc autour de, j'osais pas trop en parler vu que ça s'était bien passé. Et là, je me questionne
parce que ça fait 2 ans qu'on enregistre des témoignages de femmes, de sages-femmes et de plein de gens avec des histoires très variées, très complexes, dans différents lieux, avec justement transfert, pas transfert, bien, mal, des approches ultra différentes de ce que moi je vis dans mon corps, dans ma vie. Et je t'avoue, je me dis quel impact ça va avoir le jour de mon accouchement, tout ça. Oui. Ah mais c'est une question, hein, parce que des Mais fois, c'est pas quand on quelque en sait chose. trop, ça peut aussi créer des angoisses. Hein. Ça ne fait pas tout d'écouter. Moi, je parle de s'inspirer, donc de faire attention aussi à ce qu'on choisit d'écouter pendant qu'on est enceinte, d'écouter quand même des témoignages inspirants. Après, il y a des gens qui ont besoin de savoir le pire pour s'y préparer. Enfin Oui, voilà, tout à fait. chacun. En tout cas, s'écouter à ce niveau-là. Moi, je parle vraiment de la confiance qu'elles partagent, au-delà Oui, de bien leurs sûr. histoires pures, tu vois. On peut écouter que les astuces. On peut écouter que la fin des épisodes s'il y a besoin, avec toutes les astuces qu'elles donnent et qui retracent que du positif. Je Oui. ne crois pas qu'on ait une astuce négative. Se focaliser sur ça si en effet on a peur d'avoir trop d'informations. Je trouve que ça apporte en tout cas quelque chose en plus de la méthodologie que de quand on lit un bouquin sur l'allaitement ou sur la douleur, même s'il y en a des très bien faits, et on en a beaucoup d'ailleurs qui sont cités dans nos épisodes et qui reviennent, à mon avis, c'est pas pour rien, c'est qu'ils sont Bien sûr. très à même de guider Oui. avant un accouchement. Sur le sujet d'ailleurs de la confiance, mais c'est Mm. différent en effet de le partager, de le vivre avec sa Mm. sage-femme dans le lieu où ça va avoir lieu. Et vraiment, moi, en plus, je dis ça, c'est-à-dire qu'il y a une part de moi qui me dit j'espère que ça va pas me déclencher des petits stress le jour J, même si j'ai plutôt confiance que non. Moi, je suis quelqu'un qui ne voulait pas trop en entendre parler pour ma première et ma deuxième grossesse. Je me suis lancée dans ce projet, ça m'a fasciné, et je pense que il y a vraiment quelque chose en fait dans le fait d'avoir entendu toutes ces femmes, comme tu dis, quelle que soit leur expérience, quelle que soit l'issue. S'il y a bien un truc que ça m'a appris de faire ce projet, c'est à quel point la confiance est puissante au moment où tu vis les choses, et aussi même dans la capacité de rémission. Ouais. Et ça, je me dis que en fait, j'ai envie de pleurer du coup, que j'ai une chance de dingue d'avoir été nourrie par toutes nos invitées et toutes les sages-femmes. Enfin, c'est un truc de fou. J'aurais jamais eu envie d'écouter 70 épisodes de femmes qui... voilà, j'aurais jamais eu envie de lire un livre, je n'ai toujours pas lu un livre ou quoi. Chacune des histoires uniques qui se sont présentées à nous dans ce contexte-là, c'est une chance de fou, quoi. Mm. Oui, clairement, et moi je suis d'accord avec ça, et pourtant j'étais très informée au préalable. En tout cas, Merci. tu as commencé les préparations du coup à l'accouchement, tu as fait la préparation transfert. Oui. Celle dont on parle le plus dans nos épisodes, et je te propose la prochaine fois, peut-être qu'on se penche sur ce point, si ça te va. Ça me va très bien, je pense que c'est nécessaire et important. Ça marche. À la prochaine alors. À la prochaine, bonne journée. Ciao.